Motif, comment vas-tu? Ça va super. Et toi? Bah, très bien, très bien. Je suis content que tu sois là. Alors, je pense que maintenant, les gens qui regardent cette interview te connaissent, je pense quand même. Mais rapidement, quand même, tu es quand même d'abord vu pour être quelqu'un de studio, pour être quelqu'un de l'ombre. Ouais. Et là, tu sors un projet. C'est pas la première fois, tu as déjà sorti des morceaux, etc. On va en parler. Mais là, tu sors un projet. Qu'est-ce que ça a fait de passer de l'ombre à artiste principal, ce qui n'avait jamais vraiment été ton cas jusque-là? Bah, en fait, ça change pas grand-chose. Hein. Surtout pour le moment. J'ai pas encore commencé à faire des tournées. J'ai pas encore commencé à faire des showcases ou X ou Y. Donc, la vie c'est un peu la même chose. Je vais au studio, je fais du son. Sauf qu'il est pour toi. Sauf qu'il est pour moi, voilà. Mais quand je faisais du son pour les autres, je faisais pas la différence entre moi ou les autres. Je me donnais à fond. Et maintenant que je fais le son pour moi, je continue à me donner à fond. En fait, il y a jamais eu vraiment de différence. Alors, d'où vient la volonté d'incarner quelque chose et pas de laisser les autres le faire? Tu sais, dans des précédentes interviews, j'ai dit, à un moment, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que je voulais dire, qu'il n'y avait que moi qui pouvais porter. Mais en fait, c'est encore plus simple que ça. C'est plus humain que ça. C'est juste, j'avais peur. J'avais peur de me lancer avant. Tu vois, je suis un gars, je suis hyper cérébral, je réfléchis, je planifie tout. Et je suis toujours dans la réflexion. Et en fait, à être dans la réflexion, je n'agissais pas. Et petit à petit, quand j'ai commencé à contribuer, parce que ce n'est pas moi qui les ai faits, j'ai contribué à des succès pour d'autres personnes, j'ai commencé à ressentir la pression de me dire « Ah ouais, vas-y, si je me lance et que je ne fais pas ça, est-ce que je serais un artiste légitime du coup ?» Et c'est ça, en fait, j'ai juste retardé l'échéance parce que j'ai toujours enregistré des sons pour moi. J'ai toujours enregistré des sons pour moi avant. C'était quoi le déclic alors? Le déclic, c'était un gros burn-out. C'était vraiment un énorme burn-out. Et mon corps, il commençait à me le faire sentir. À quel moment c'est arrivé? Genre l'année dernière? Maintenant, ça va faire 2 ans. Ça va faire 2 ans. Donc, j'avais enchaîné séminaire sur séminaire, sur séminaire, sur séminaire, pas un jour de week-end. Déjà, j'habitais à Londres. Je venais sur Paris pour faire le studio. J'ai 2 enfants, tu vois. Je quittais Londres le matin, le lundi à 4h du matin. J'allais à la gare, je prenais le premier train, je venais ici, je passais 5 jours dans les studios et dans les hôtels. Je retournais avec le dernier train le vendredi soir ou le samedi matin. C'était un rythme effréné. Et je disais, je kiffe faire ça, je kiffe faire ça, je kiffe faire ça. Et puis, mon dos m'a lâché. En fait, même quand tu kiffes, il y a un moment où ton corps, il te rappelle toujours à la raison, en fait. C'est ton corps qui te rappelle. Toi, dans ta tête, tu as l'impression que tu es un surhumain, tu vois. Et puis, ta matrice que tu te mets à toi-même, tu te dis, je peux continuer ça toute ma vie. Et ton corps, il dit, hey, qu'est-ce que tu es en train de faire, mec, tu vois? Mon dos, il m'a lâché et tout. Littéralement, j'étais paralysé. Et là, j'ai dit, je suis en train de faire de la merde. Il faut que je me ressaisisse. Qu'est-ce qui est important? Et du coup, tu t'es posé, tu t'es dit que c'était toi, en fait, qui était important. Et peut-être, tu avais envie, toi, de défendre ta propre proposition, en fait. Bah oui, en fait, je ne me voyais pas crever sans l'avoir fait. Ok. Du coup, j'étais obligé de le faire. C'est-à-dire que tu t'es posé ces questions-là, en fait. Ça a été à ce niveau-là. Okay. Ouais, totalement. Moi, c'est marrant parce que, tu vois, maintenant, je vois des morceaux, je pense, quand tu as sorti Playlist ou Next, etc. Enfin, les trucs sont super aboutis. Mais quand je t'ai vu, d'ailleurs, la première fois qu'on s'était vu sur un autre média, je crois que tu venais de clip, tu sortais d'une nuit complètement folle et vous aviez enregistré, je crois, Eau de Vie. Ouais, j'avais fait le clip de Ode à l'eau de vie. Exactement. Et le concept, c'était on avait acheté 300 € d'alcool, Ouais. on avait tout bu et on avait filmé les images et c'était ça le clip d'Ode à l'eau de vie. Moi, j'avais l'impression que tu avais presque commencé ça pour rigoler. Je pensais pas que ça deviendrait aussi important que ça de créer pour toi. Que c'était plus, quand tu fais ça, je me dis, il le fait parce qu'en fait, il sait le faire, mais je pensais pas que ça aurait une importance pour toi. Bah, tu sais, quand je le regarde en rétrospective, je trouve que c'était... Enfin, sur le moment, c'était un délire qui était fun. Je trouvais le concept gros et tout. Mais en rétrospective, en fait, c'était un peu moi qui essayais de m'exprimer, tu vois. Mais qui n'osais pas encore incarner le rôle d'artiste, en fait, tu vois. Et par peur, je préférais me cacher derrière un truc un peu marrant. Un peu marrant, un peu déconnade avec l'alcool, tu vois. Et je veux dire, l'alcool, c'est un poison, tu vois. C'est un peu vicieux, t'as vu? Mais j'essayais de m'exprimer, j'essayais de dire j'ai envie de faire ça, mais je n'osais pas y aller à fond, tu vois. Et c'est seulement après que j'ai commencé à me débloquer. C'est intéressant parce que tu sais, dans l'histoire même de la pop américaine, il y a eu des grands top liners, etc. Et quand ils passent côté artiste, ça marche pas forcément, tu vois. Et parfois ça marche. Sia, par exemple. Tu vois, bon, bref, il y en a d'autres que
je vais pas forcément citer. Est-ce que tu te poses cette question-là? Parce que, tu sais, quand on s'était vu aussi, tu m'avais dit, moi, quand on va en studio avec le Sommet, on veut faire des tubes, on veut faire des hits, tu vois. Et dans un tube, il y a effectivement tous les ingrédients techniques qui font qu'un tube en devient. Et puis il y a aussi, je pense, à l'incarnation, tu vois. Je pense que parfois, il y a des morceaux de Booba qui sont des tubes parce que c'est Booba et pas uniquement parce que... Et c'est pareil pour Niska maintenant, pour Maes, etc. C'est assez marrant, mais en fait, j'ai pas assez de recul quand je vais au studio pour pouvoir penser hit. Alors tu le fais pour les autres? Pour les autres, c'est facile. Je peux leur dire, je peux rentrer en studio avec Dossé, par exemple, et ça s'est passé comme ça, et dire à Dossé, tu recherches un banger, ce que tu devrais faire, c'est un piano-voix. Ouais. Il dit, un piano-voix, et je dis, ouais, je t'appelle Easily et Josh, et il fait un piano-voix. C'est facile de faire ça, c'est facile de prendre le risque pour les autres. Quand c'est pour moi, un hit, est-ce que je peux assumer une Zumba, tu vois? Je sais pas, donc je préfère juste faire. Et peut-être un jour, si j'ai du succès, et c'est tout ce que je me souhaite, je pourrais devenir une plateforme à, entre guillemets, à hit. Pour le moment, je ne le suis pas. Mais je fais ce qui me fait kiffer. Et j'espère que les mécanismes que j'ai cumulés ces 5 dernières années me permettent d'avoir des facilités de faire des sons qui plaisent un peu plus, peut-être, que quelqu'un qui commence. Mais je ne pense pas hit. C'est pas, malgré ton background, c'est pas comme ça que tu penses quand toi, tu vas derrière le micro? J'y arrive pas, en fait. Ok. Il y a quelque chose... alors, tu as eu cette idée folle, c'est-à-dire qu'il y a le EP qui est fini, là, qui sort au moment où on parle, et enfin, au moment où vous voyez ça, en tout cas. Et puis, tu as décidé de faire un son par jour sur YouTube. Ouais. Mais des vrais sons, pas des tentatives, pas je vais faire une prod, des vrais sons. Et du coup, au moment où on parle, pour le coup, il se passe quelque chose autour de toi, tu le ressens, tu vois, il y a un engouement autour de certains morceaux. Ta chaîne YouTube, elle est en train de décoller. Elle explose, wesh. Et d'abord, d'où t'es venue cette idée-là, ce challenge-là, parce que tu parles de rythme effréné, de te ménager. Quand tu fais un truc comme ça, tu vas un peu à l'encontre de ce que tu disais, tu te réimposes un rythme assez drastique. Donc, pourquoi tu as voulu faire ça? En fait, ça a été toute une réflexion, mais ce qui se passait, c'est qu'on a sorti Playlist, on a sorti Next pendant le confinement. Ouais. Et à un moment, il faut sortir l'EP. On n'a pas le choix, il faut sortir l'EP. Et j'avais l'impression que j'avais pas créé... une attente. J'avais pas créé une rampe de lancement. Et tu sais, quand les projets, ils fonctionnent pas, ils prennent pas, quand il n'y a pas d'engouement, les équipes, elles commencent à se poser des questions. Et la question, c'était, ouais, mais Olivier, est-ce qu'on n'arrive pas à te caser, toi? On n'arrive pas à te caser. On dirait quand tu dis ça, c'est les labels, par exemple? Voilà, c'est un peu tout le monde, même la famille, même les amis. Ouais. Hein. Ils essayent de savoir pourquoi ça fonctionne pas. Le gars, il est talentueux, il travaille, pourquoi ça fonctionne pas? Et donc, on dit, ouais, on n'arrive pas à le caser, on n'arrive pas à comprendre son personnage, on n'arrive pas à comprendre son univers, tu vois. Et j'ai commencé à réfléchir à ce délire de sortir un truc où je dirais clairement et explicitement au public, parce que j'essaye pas de plaire à mon label, j'essaye pas de plaire aux médias, j'essaye pas de plaire aux playlisters, je veux plaire au public, tu vois. C'est eux qui décident aujourd'hui, en fait. C'est eux les kings. Et je me suis dit, il me faut un format où je pourrais m'exprimer explicitement quant à qui je suis. Parce que c'est vrai que je suis un personnage complexe, mais comment je le fais le mieux? Et je réfléchissais, et puis j'étais avec Masqué, avec qui on faisait une vidéo YouTube. Et lui, il me connaît assez bien, on se kiffe de ouf. Et il me disait, Olivier, tu as tendance à trop réfléchir. Un de ton problèmes, c'est que tu as tendance à trop réfléchir alors que tu as un bagage d'expérience qui fait que tu es Il a le même problème, lui, en plus. Bah ouais, lui aussi, il a tendance à trop réfléchir. Il est là, il a 50 projets, mais il a tendance à intellectualiser le truc et à pas avancer. Et du coup, à pas avancer sur certains trucs, tu vois. Et du coup, je me suis beaucoup reconnu en lui. Je l'ai beaucoup écouté. Et je me suis dit, bah, c'est quoi le truc le plus débile que je peux faire? Et en alliant les deux, boum, un son par jour, une vidéo par jour, où je présente qui je suis, en fait. Je dis la vérité, voilà, je suis qui? Je suis quelqu'un qui sait faire du son, qui aime faire du son, qui aime le rap, autant que la pop. Ouais. Et c'est un rendez-vous avec le public tous les jours, en fait. C'est marrant parce que tel que tu le présentes là, ça se voit qu'il n'y avait pas de calcul. Mais quand on prend un peu de hauteur, mec qui vient du rap, mec de studio, qui aime la pop, qui aime la chanson française, et qui fait une sorte de série sur une conception musicale, en fait, plein de gens ont fait la comparaison avec Stromae. Totalement, déjà, moi, je suis un fan. Moi, je suis une groupie. Tu sais, ah ouais, à ce point-là. Je suis tellement une groupie que un poteau, tu vois, on a un ami en commun avec Stromae. Pour un de mes anniversaires, ben, il m'a présenté à Stro. Ah ouais, c'est ton cadeau. Voilà. Il a dit, Olivier, j'ai un cadeau pour toi. J'étais là, j'étais en large, j'étais Stro. Mais en fait, lui, il était juste en avance sur son temps. Tu vois, moi, je pense que j'utilise une méthodologie, en fait,
qui ne devrait pas être unique à moi. Je pense que plein d'autres artistes peuvent s'en inspirer Ouais. et utiliser. Lui, il était juste précurseur et en avance sur son temps. Hein. Tu vois, il était avant-gardiste. Il faisait cette formule-là, de faire des vidéos YouTube où il expliquait un peu son processus de travail avec du divertissement. Je pense que c'est quelque chose, c'est une stratégie marketing qu'on va voir de plus en plus dans les 5 prochaines années. Donc forcément, je fais ça, forcément, il faut me copier à Stromae. Mais les 15 autres artistes qui vont faire ça par la suite, on les comparera aussi à Stromae. Ça deviendra quelque chose de normal, en fait, tu penses, toi, à l'avenir, ça. Bah, au même titre que, tu vois, Michael Jackson, il est venu avec cette idée de faire des mini-films dans ses clips musicaux. C'était un truc, waouh, il a appelé Martin Scorsese pour faire un clip. C'était un truc de malade. Aujourd'hui, Oui, ça arrive fréquemment. monnaie courante. C'est la même chose qui va se passer, en fait. Est-ce que tu as l'impression, du coup, que les gens comme moi, on va servir plus à rien et non, mais c'est ce que je veux dire. Non, parce que non, mais c'est pas forcément quelque chose de négatif. Mm. Est-ce que le médium, finalement, le médium média traditionnel, il n'a pas besoin, j'espère pas, mais il n'a pas besoin d'être coupé. Et finalement, c'est toi, c'est les artistes directement qui parlent aux gens. En fait, il y a deux choses. Comme tu as dit, ça ne convient pas à tous les profils d'artistes, Bien sûr. de la même façon que ça ne convenait pas à tous les profils d'artistes de danser comme Michael Jackson. C'est clair. Et ça n'a pas empêché des Drake de faire carrière. Il danse pas si mal. En vrai, il danse pas si mal. Hein. Il se En vrai, on débrouille. le vanne, mais en vrai, ouais. Ouais. Et puis la deuxième chose, c'est je pense que les médias dits traditionnels, ils doivent juste se renouveler. Je pense qu'ils ne sont pas obsolètes. Ils ne deviennent pas obsolètes. Ils doivent juste se renouveler et compléter et enrichir cet écosystème. Tu vois, là, avec l'avènement je vais utiliser le terme putaclic, on se retrouve avec beaucoup de médias qui trouvent un format. Format court. Voilà, et ça devient ça. Et en fait, ça entraîne un peu de les tuer parce qu'à partir du moment où les artistes se rendent compte qu'ils peuvent faire ces formats sur leur propre chaîne, bah, à quoi ils servent à ce moment-là? Je ne veux pas les discréditer parce que je n'ai pas envie de niquer ma promo non plus, mais je pense qu'ils ont tous les moyens, ils ont tous les outils, ils ont tous les contacts pour se réinventer. Et c'est notamment pourquoi je te kiffe, parce que tu fais les choses différemment, tu vois. Donc, tu auras ta place et tu auras toujours ta Non, mais place. c'était pas une crainte par rapport à moi ou quoi. Et puis, Ah, mais toi, t'es tranquille. non, mais c'est pas ça que je veux dire. Non, mais je veux dire, si à un moment ça doit changer, ça change, tu vois. Et il y a peut-être des gens des jeunes qui vont arriver, qui vont renouveler ça. Mais c'est une question que je me pose sur. Et c'est même pas une peur si ça doit arriver, mais sur. Peut-être que maintenant, c'est ça aussi. C'est-à-dire que c'est peut-être plus intéressant. Aujourd'hui, vous avez un compte Instagram, une chaîne YouTube. Et en fait, qu'est-ce que les médias apportent en plus, tu vois? C'est une vraie question, tu vois. Et c'est une question qui, à mon avis, qui se pose, tu vois. Et quand on voit comment toi, aujourd'hui, tu es en train de créer ça, je me dis, quels médias sont encore prescripteurs, tu vois? Qui, en fait, qui fait encore vraiment découvrir des choses? Bah, ils ont choisi... Enfin, c'est même pas qu'ils ont choisi. Je pense le monde et l'univers les ont destitués de ce rôle de prescripteur, tu vois. Peut-être, ouais. Et s'ils font un article pour parler d'un nouvel artiste qui commence, qui a seulement 1000 followers sur Instagram, leur article va pas faire de vues. Derrière, ils peuvent pas monétiser. Bah, leur business, il est difficile. Donc, je comprends comment ils sont arrivés dans cette position. Mais quand tu regardes, par exemple, quand tu regardes certaines personnalités qui deviennent des médias à part entière du style Joe Rogan, Ouais. ce qui fait, le gars, c'est un média qui pèse plus que certains Absolument. médias, et il a juste une formule qui est différente. Ouais. Et c'est ça que j'encourage. Mais on a besoin de médias, on a besoin de third parties qui sont prescripteurs. Le game en a besoin. Donc il faut qu'ils trouvent Leur place. Ouais. Tu disais tout à l'heure, oui, d'un moment, on ne sait pas où te caser, on ne sait pas où te mettre. Et c'est vrai que, même moi, je pense qu'avec ce projet-là, ça va pas être forcément plus simple parce que tu es artiste, top liner, ce qui va pas forcément l'un sans l'autre, youtubeur. Ouais. Est-ce que c'est dur en France d'être multicasquette? Ben, en fait, tu sais quoi? Je pense que non. Je pense que c'est dur dans l'imaginaire de l'industrie française. Mais le public, en fait, il est beaucoup plus intelligent qu'on le croit. On parle encore, et dans les réunions, j'ai pu le voir, on parle encore, les directeurs de label, ils disent encore, ouais, faut cibler les jeunes, les moins de 14 ans, c'est eux qui dictent la musique. Je regarde mes analytiques, je regarde ma démographie, les gens, ils ont entre 13 ans et 50 ans. Hein. On a tendance à réduire le consommateur à juste une impulsion de consommation, alors que c'est des personnes intelligentes. Je dis à quelqu'un que je suis top liner, que je suis producteur, que je suis rappeur, que je suis youtubeur, que je suis scénariste de mes clips,
Il le comprend très bien. Et d'ailleurs, je lui dis que je suis ingénieur civil et ça le perd pas, tu vois. À partir du moment où je suis authentique dans mon histoire, il comprend, il arrive à connecter. Donc là, j'ai fait un son par jour où je me présentais avec un rendez-vous quotidien. Première partie, je leur ai très bien expliqué que c'était un projet abouti, recherché, sophistiqué. Les gars vont le comprendre. Ils captent la différence. Ils captent la différence. Hein. Ces morceaux-là, quand même, il y en a qui ont eu un impact plus important que les autres, notamment celui avec Eazy-Ly. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire de ces morceaux-là? Tu vas les laisser tomber, et en même temps, ils existent sur YouTube, du coup, donc ils sont pas morts, mais est-ce que tu as envie quand même de transformer quelque chose? Moi, j'ai envie de suivre la fumée pour trouver le feu. Hein. Si le public veut que les morceaux sortent, ils doivent sortir. Les morceaux doivent sortir. Hein. Les morceaux doivent sortir. Quand j'étais derrière la scène, quand j'étais derrière les artistes avec qui je bossais, je leur disais toujours faites le choix facile. Si le public est en train de vous attendre là, ben, allez là. Allez là, c'est là. Et si vous aimez le faire, pourquoi vous vous retiendrez? Pourquoi vous dites ah non, le public m'attend là, ben, je vais aller ici. Si tu kiffes et que le public t'attend là, ben, vas-y, moi je kiffe sortir des morceaux. Mon rêve, c'est de pouvoir sortir les morceaux instantanés, faire une vidéo YouTube et que le morceau il sorte tout de suite. Tout de suite, ça c'est mon rêve. C'est pas encore possible ça. C'est marrant, hein, parce qu'on a fait avec les plateformes de streaming, et on est bien placé ici pour en parler, mais c'est vrai que c'est plus simple aujourd'hui de sortir des choses, de modifier les projets, mais on n'est pas encore arrivé à cette instantanéité-là. T'as vu, il y a encore des obstacles qui sont étranges, en fait. On n'y est pas, qui sont étranges, qui sont hérités du passé, qui sont qu'on ne cherche pas assez à déstabiliser. Ouais. Parce que si aujourd'hui, une plateforme comme celle-ci, elle propose de laisser... au label la possibilité de mettre les musiques de manière instantanée, c'est pas dire que c'est pas dit que les artistes voudront le faire, c'est pas dit que les artistes dès la sortie du studio diront ah ouais ben je vais le mettre sur une plateforme. Moi je suis dans ce mood là. Donc si on peut créer une petite plateforme là derrière pour me permettre d'uploader les morceaux, je suis preneur. Mais par exemple, tu vois, pourquoi est-ce qu'on sort tous les albums le vendredi? Je veux dire, historiquement, je comprends ça, mais aujourd'hui, ça a plus vraiment de... Enfin, ça crée un moment, ça crée un événement. Tous les vendredis, on est là et on regarde les sorties, mais je vois pas vraiment le... La paresse humaine, mec. La paresse humaine. On se dit... tu vois, ne pas sortir le vendredi, ça veut dire ne pas être comptabilisé par la Snap à tel moment. Ça veut dire ne pas être playlisté par tel playlisteur qui rafraîchit sa playlist. Qui a l'habitude de le faire le vendredi. Voilà. Et donc... on se dit, si on sort lundi, ça veut dire qu'on doit chercher des nouvelles solutions pour compenser ces manquements. Et on ne veut pas y réfléchir. On dit, on sait que si on sort le vendredi, on maximise nos chances, sortons le vendredi. Mais en fait, non, risquons. Essayons, sortons le lundi. Et peut-être compensons en sortant une vidéo YouTube, tu vois. Très bien. Il y a quand même sur le projet, tu le disais, hein, t'aimes le rap, t'aimes la chanson, il y a des morceaux qui sont vraiment... qui sont des chansons, en fait, je pense notamment à Toi qui décides, qui est la chanson française, tu vois. Pourquoi tu as voulu aussi aller sur ces terrains-là? Parce que c'est ce que je kiffe. Ouais. C'est ce que je kiffe. Et justement, en tant qu'artiste, je peux me permettre cette liberté de faire ce que je kiffe, tu vois. Et ça faisait longtemps que j'avais envie de faire un son comme ça. Quand tu parles de Toi qui décides, j'étais en train de me taper l'album Discovery de Daft Punk. Et du coup, dans la sonorité... Ils sont là. Ah, méga sûr. Hein. C'est beau, hein. Ah là, ils sont là, la bonne étoile. Moment où t'en parles. Tu vois, c'est petit plan. C'est voilà, et je voulais justement donc une production musicale de ce calibre-là avec une chanson en fait chantée. Tu sais. Les rappeurs sont tous des chanteurs aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, c'est clair. Ils sont tous des grands chanteurs. On a trouvé cette technologie qui s'appelle Autotune qui nous permet de réaliser certains de nos rêves les plus fous. Chantons, mec. Est-ce que tu penses que une des pistes aussi pour l'avenir, c'est plus de collaboration entre des gens comme toi et la pop française? Pas forcément au travers de featuring, par exemple, mais aussi en studio. J'ai l'impression que c'est peut-être en train d'arriver, qu'il y a de plus en plus de producteurs qui bossent sur des projets de pop. Je vois Damso qui écrit pour Louane, par exemple. Tu vois, mais est-ce que c'est quelque chose qui doit ou qui va, selon toi, se multiplier? En fait... Ou est-ce qu'il ne faut plus faire cette distinction entre rap et pop française? Peut-être que c'est une distinction qui est obsolète. Je pense que normalement, je pense que le public ne lui fait pas la distinction. Le public, lui, il fait plus la distinction.
Je sais pas. Tu Je sais penses? pas. Moi, si tu fais un morceau de rap produit par Tristan Salvati, ben, les gens, Ah oui, là-dessus, c'est vrai. ça reste un morceau de rap. Ouais, ouais. Tu vois, que tu es un guitariste qui soit venu au studio, que tu l'aies réalisé avec le grand réalisateur de la pop actuelle, les gens, il ne faut pas la Oui, ça, c'est différence, vrai. tu vois. Que le morceau de Loane soit écrit par Damso, le public, ça aurait pu être écrit par Damso, ça aurait pu être écrit par Vianney. Le public, c'est le morceau de Loane. Les barrières, c'est encore une fois quelque chose de l'industrie, tu vois. Pour moi, c'est l'industrie qui ne permet pas au rap, aux méthodologies de création de musique rap d'évoluer alors qu'elles devraient. Alors qu'en studio, un rappeur aujourd'hui devrait être accompagné d'un guitariste, boum, qui vient là, tu vois. Et tu le vois sur les gros projets américains où tu vas prendre un Post Malone qui vient avec White Iverson, qui est un truc très 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 trap, tu Trap vois. à fond, ouais. Il s'entoure de son producteur, je vais dire une bêtise, mais je crois que c'est Louis Bell ou je sais plus, qui est un multi-instrumentiste qui joue de la batterie, qui joue de la guitare, qui joue de la basse. Et il fait tous ces autres sons comme ça. Et ça évolue. Et maintenant, si tu dois faire un album de Post Malone, ben, y a le bassiste, il y a le guitariste, il y a le machin, il y a le truc. Et c'est comme ça qu'on fait de la meilleure musique, en fait, en faisant grandir les équipes. Mais l'industrie, et surtout les personnes qui sont derrière la création de rap, et je parle des gens de bureau, je ne parle pas des créateurs, ils ne permettent pas encore ça. Ça, c'est une autre casquette aussi que tu as, c'est que tu es quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à l'industrie aussi. Tu vois, tu t'en parles beaucoup, tu réfléchis beaucoup dessus. Souvent, enfin, il faut te suivre sur Instagram, mais tu en parles beaucoup. Ouais. Et pourquoi elle est encore autant sclérosée? Et pourquoi, alors que le rap est ce qu'il est aujourd'hui, tu penses que elle n'a pas été dynamitée plus que ça? Tu sais, je vais sortir ma théorie du complot, hein. Je suis vraiment bien renseigné dans l'industrie, je suis vraiment bien renseigné et j'essaye de me renseigner le plus possible, mais à un moment c'est pas possible que le rap soit encore là en France, soit encore à ce niveau-ci, en France où on n'a pas créé par exemple des producteurs, donc je parle en maison de disques, hein, des producteurs qui sont issus du rap, qui ont fait des hits de rap en indépendant et puis qui se sont professionnalisés et boum, qui ont créé des gros labels. On l'a vu aux States, Def Jam, de base, c'est des gars qui sont dans leur chambre et tout, et puis ça devient Def Jam à international. Ouais. On n'a pas ça en France, on n'a pas cet équivalent, tu vois, de quelques gars qui sont venus de la street et qui sont montés avec leurs artistes et qui ont signé d'autres artistes et qui ont signé 10 artistes et qui sont devenus un gros label, tu vois. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque part un ordre qui essaye de garder le rap dans un état de précarité, tu vois. Et comment ça se diffuse en bas de l'échelle, sur le terrain, c'est du coup, on se mange dessus. Tu vois, on va avoir un Oumar Dino qui est chef de label indépendant et on va pas lui permettre de pouvoir on va pas lui permettre d'avoir un avantage compétitif face au label, par exemple, en lui donnant des prods à moins bas prix, tu vois. On va l'allumer sur les prods, on va l'allumer sur les studios, on va l'allumer sur... tu dis ça, c'est le milieu du rap qui fait ça? Ouais. L'industrie, c'est la faute à personne et c'est la faute à tout le monde en même temps, tu vois. Mais c'est pour ça que là, je suis un peu perdu quant à pourquoi c'est encore le cas. Je préfère avoir un discours progressiste et dire, venez les gars, faut qu'on se rende compte qu'il y a quelque chose qui doit changer. Déjà, aidons les producteurs indépendants, ok? Essayons de rester indépendants le plus possible. Et si on se serre les coudes, on va y arriver. Tu vois, moi, demain, il y a un producteur indépendant qui est en train de monter, qui m'appelle, qui dit « Est-ce que mon artiste peut venir sur ta chaîne YouTube ?» Je le fais venir pour donner la force. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on va avoir ces gens issus du rap qui sont à la tête des maisons de disques, tu vois. Le projet s'appelle Première Partie. Ouais. Pourquoi? Alors, première partie, parce que c'est la première partie du reste de ma carrière, mais aussi l'allusion à la première partie sur scène, tu vois. Je suis très, très, très lucide quant à où je me situe et je ne suis pas encore à même de faire le main stage. Je suis pas à même de faire, tu vois, le haut de l'affiche. Donc, c'est ça, quoi. En tout cas, je suis prêt pour la première partie, tu vois. Et justement, tu dis c'est le premier jour du reste de ta carrière. Ouais. Toi, est-ce que demain, tu dois retourner en studio? Ou là, le focus, c'est toi, enfin en studio pour les autres, c'est ça que je veux dire, ou le focus, là, c'est toi sur les prochains mois, prochaines années? Ou tu peux faire les deux, peut-être? Moi, je kiffe faire les deux. Hein. Je kiffe faire les deux. Parfois, j'ai une idée de morceau qui me vient et je peux pas porter ce morceau. Okay. Parfois, j'ai une idée de combinaison. Je me dis, tel artiste sur tel prod, s'ils font un refrain comme ça peut être frais, tu vois.
Et je kifferai toujours. J'ai l'impression qu'il y a une entente particulière avec Meryl. D'ailleurs, sur le morceau La Brume, je pense que je suis pas le seul, mais je savais plus distinguer qui. Personne ne savait distinguer. C'est incroyable. Je te jure qu'il faut que je regarde le clip. Et encore, vous avez été. On a joué là-dessus. Quelle erreur. Quelle relation vous avez tous les deux? Parce que là, on le voit encore dans la vidéo que vous avez fait ensemble sur ta chaîne YouTube. On sent que c'est facile entre vous. Ouais, c'est facile. Hein. C'est facile. Parce que déjà, on a une relation, on a une complicité qui se veut un peu fraternelle, tu vois, parce qu'elle s'est très vite rattachée au projet de ma sœur. Ouais. Elle a toujours kiffé ma sœur l'a toujours kiffé. Donc, quand elle s'est rattachée au projet et qu'on a commencé à collaborer ensemble, il y avait cette espèce d'union familiale, on va dire. Mais au-delà de ça, moi, je l'ai vu comme un... J'ai vu en elle qui j'étais quand j'avais son âge. Quand elle est arrivée la première fois en studio. Son énergie, ses goûts, son affinité, sa manière de parler. Et je me suis vu en elle et je me suis dit, vas-y, j'ai envie de la coacher. Et j'ai pris un espèce de rôle au-delà d'être réalisateur de ses projets, tu vois, j'ai pris un rôle de Jedi. Elle, c'était mon padawan. Elle, je l'ai fait souffrir, hein. La Brume, si c'est un son dépressif comme ça, c'est parce que la veille, Tu l'as déprimé. Je l'ai déprimé. On avait une conversation, je disais, non, tu peux pas poser comme ça, tu dois poser comme ça et tout. Assez tough love, tu vois. Et même maintenant, elle m'a dépassé, wesh. Ah ouais, tu dis ça? Tu penses? Ouais. C'est pour ça que maintenant, cette complicité, c'est pour ça qu'il n'y a plus le côté dur qu'on avait avant, ou le côté, tu vois, j'étais son conflictuel qu'il pouvait y avoir. Tu vois, où elle me respectait, elle s'abaissait un peu, Maintenant, elle m'a... Je la vois en studio, c'est elle qui m'inspire, wesh. C'est un sujet qui est plus large, mais tu vois, toi, mine de rien, t'es quelqu'un qui a travaillé d'assez près avec quelques-unes des femmes du rap, tu vois. Je pense à Meryl, je pense à Shai, évidemment, ta sœur. Alors, c'est un sujet qui dépasse, évidemment, mais c'est intéressant d'avoir ton avis. Et moi, c'est une question qu'on me pose souvent, et j'ai pas forcément la question. On me dit, pourquoi il n'y a pas plus d'artistes féminines dans cette musique-là? Moi, j'en sais qu'il y en a de plus en plus, quand même. Il n'y en a pas encore, finalement, tant que ça, en haut de l'affiche. On a vu, je pense que tu pourras en parler, mais Shai, pour le coup, où toutes les cases avaient l'air d'être cochées. Alors, le premier album est disque d'or, tu vois, mais on avait tous envie et l'impression que ça devait faire plus que ça, tu vois. Est-ce que toi, tu arrives à... Meryl, elle a un talent fou. Bon, c'est le début, mais je veux dire, tu vois, on a envie que ce soit énorme. Est-ce que tu arrives à lire, à décrypter pourquoi ça a l'air d'être encore plus compliqué? Parce que la société dans laquelle on vit... Hein, c'est pas uniquement propre au rap, quoi. En fait, c'est tellement pas uniquement propre au rap. Tu sais, la dernière fois, j'étais en train de marcher dans la rue avec ma copine. Il y a un gars qui m'arrête. Il me dit je peux vous donner un compliment? Et moi, je pensais qu'il m'avait reconnu d'une de mes vidéos. Donc, je dis bien sûr. Et il dit votre copine a le plus beau fessier que j'ai jamais vu au monde, tu vois, et que j'ai jamais vu de ma vie. Il trouvait ça normal de te le dire. Tu vois? Et franchement, je ne savais pas si je devais l'insulter ou le remercier. Et c'est un truc de fou. Donc, en fait, ma copine qui est à ma gauche, tu la compares à une montre, quoi. C'est un objet. Et tu me félicites d'avoir cet objet. Le bel objet, le trophée. Voilà. Dont les attributs sexuels sont magnifiques. À partir du moment où c'est comme ça, juste dans la société, quand on marche, comment on peut croire que ça va être... plus facile simple dans la musique. Ouais. Dans la musique, et surtout dans le rap, où justement, il faut de la testostérone, Enfin, pas de la testostérone, mais c'est un milieu historiquement masculin, c'est vrai. Voilà. Enfin, plus masculin, en tout cas. Tu vois. Et à partir du moment où Shai, qui est une star, depuis le début, qui est une star, qui a ce potentiel de ouf, si c'était un gars qui avait le même calibre, on dirait « Waouh !» À partir du moment où c'est difficile pour elle, comment on peut imaginer que ce soit facile pour celles qui commencent, en fait? Toutes celles-là, elles sont dans la galère, en fait. Et c'est vraiment horrible, il faut que ça change. Et c'est à nous, les hommes, de faire en sorte que ça change. Parce qu'elles font ce qu'elles doivent faire et elles le font très bien. Maintenant, nous, on doit faire notre possible pour effacer cette histoire où on les rabaissait et les mettre en valeur. Tu sais, beaucoup de rappeurs, surtout au début, maintenant beaucoup moins pour Shai, mais beaucoup de rappeurs, quand ils appelaient Shai, ils lui disaient « Ouais, t'as pas envie de faire un morceau où t'es ma meuf et moi, je suis ton gars ?» Tu vois? Alors que parfois, ça se prête à l'exercice. Mais elle dit, ouais, mais quand t'appelles un cobaladé, est-ce que tu lui dis, ouais, t'as pas envie de faire un morceau où t'es mon gars et je suis ton gars? Bah non. Tu fais un morceau où tu dis, viens, on plie tout. Tu vois? Et c'est ces petits réflexes qu'on a, malgré nous, qu'on doit effacer, qu'on doit ouvrir les yeux et effacer, pour que Shai puisse briller, pour que Meryl puisse briller,
Et puis pour que tout le monde puisse briller, en fait. C'est pas un truc de juste pour que les femmes puissent briller. C'est que si elles brillent, bah, finalement, tout le monde brille. Première partie donc qui sort. Ouais. C'est quoi la... Parce que je sais que toi, tu penses déjà à la suite, vu que tu fais un morceau par jour, etc. C'est quoi la suite pour toi? Est-ce que tu réfléchis déjà à ça? Alors, sachant que tu peux pas encore aller sur scène, puisque la situation fait que c'est ça, et c'est peut-être aussi ça la suite et l'ambition pour toi, de devenir un artiste de scène. Mais voilà, c'est comment tu vois un peu tout ça? C'est continuer, hein. Faire la même chose, sauf en mieux, tu vois, apprendre des erreurs et améliorer. Mais moi, je me vois bien repartir dans un son par jour pendant un mois. Bon, peut-être pas tout de suite. Fais gaffe au burn-out. Peut-être pas tout de suite, voilà. Donc, je prends quelques vacances et tout. Mais si j'en tire quelque chose de cette expérience, c'est un moment, bouge-toi le cul et agis, tu vois. Donc, j'ai même pas envie de trop réfléchir. Je me dis juste, si ça fonctionne, ou même si ça fonctionne pas, si ça fait ce que ça fait, c'est parce que ça a fait ce que ça devait faire. Bah, moi, je trouve ce que tu dis, c'est archi important parce que, sans vouloir donner de leçons, quoi, et parfois, des gens, moi, ils posent des questions sur comment faire les choses, comment arriver à certains objectifs, etc. Ouais. Je sais pas, moi, je peux juste raconter parfois ce qu'on nous on vit, tu vois. Et effectivement, je suis grave d'accord avec ce que tu dis sur la chaîne YouTube, c'est que parfois, c'est bien d'être perfectionniste, c'est bien, c'est une qualité en vrai, c'est bien de se poser des questions, mais parfois, c'est le pire frein, en fait. Et parfois, il faut juste faire les choses, même si c'est pas parfait. Tu vois, et ça te permet juste de lancer quelque chose. Et j'ai l'impression que toi, t'es un peu un des exemples de ça, tu vois. C'est que le fait d'avoir juste... C'est un slogan d'une autre marque, mais tu vois. Juste de faire les choses, tu vois. En fait, c'est peut-être ça la clé, tu vois. C'est la clé. Un moment, en tant qu'être humain, tu sais où ton cœur est et tu sais l'expérience que tu as. Si tu réfléchis et que tu es bloqué, c'est parce que tu as évalué les risques et tu as peur de prendre ces risques, en fait. À partir du moment où tu dis, tu acceptes de les prendre, bah, tu avances et tu réussis. Merci beaucoup. Bah, merci à toi. Un plaisir. Le plaisir est partagé, mec.